pour les téléspectateurs et téléspectatrices qui sont avec nous sur la chaîne L'Esprit Sorcier, nous allons voir un film en salle qui s'appelle Climat, mon cerveau fait l'autruche. Et donc le film étudie les mécanismes cérébraux qui nous poussent à faire l'autruche devant cette menace climatique et pourquoi notre cerveau refuse-t-il de voir la réalité en face et comment sortir de cette inertie collective et changer nos comportements. Donc on va continuer la discussion avec nos 4 invités. Alors, donc, tout d'abord, Raphaël Littier, qui est le réalisateur du film. Également, à côté, Cécile Renoir, qui est philosophe, fondatrice du campus de la transition et directrice de recherche du programme CODEV à l'ESSEC. Peggy Chekroun, que vous reconnaissez peut-être, qui est dans le film, professeur de psychologie à l'université Paris-Nanterre. Et enfin, Julien Marcinkowski, vulgarisateur scientifique sur les questions de transition. Donc merci à toutes et tous d'être ici. Je vais leur poser quelques questions, mais après, ça sera également à vous de les poser, donc n'hésitez pas à en préparer. Donc d'abord, je vais commencer par toi, Raphaël. Ah, ça y est, ça fonctionne, c'est super. Comment est-ce qu'est venue cette idée de film? Comment ça a émergé? Alors pour répondre à ta question, l'idée du film n'est pas la mienne. C'est 2 députés de l'Union européenne qui avaient repéré un bouquin anglais qui s'appelait Le syndrome de l'autruche, écrit par George Marshall, un journaliste britannique. Et c'est Sylvie Deleuil, une journaliste, qui s'était emparée du sujet. Et tardivement, moi, on est venu me chercher pour la réalisation du film à proprement parler. Et moi, de mon côté, ça a été un vrai sujet enthousiasmant pour moi parce que je m'étais beaucoup emballé pour un bouquin qui s'appelle Système 1, Système 2, les 2 vitesses de la pensée, qui est un bouquin qui était au début des années 2000 sur les biais cognitifs, et ça fait 5, 6 ans, 10 ans, enfin, où j'avais mouliné un petit peu pour savoir comment raconter cette histoire-là, qui est écrite par un prix Nobel. Enfin, c'était vraiment un truc, moi, qui m'avait vraiment fasciné. Et du coup, là, c'était la thématique développement durable, de la thématique écologique, qui devenait une bonne manière d'aller raconter comment fonctionne le cerveau et comment nous avons tendance à modifier la réalité, la transformer, la mettre à notre sauce, à notre avantage, ou en faire quelque chose de personnel, parfois pour des bonnes raisons et parfois avec les conséquences qui sont l'inertie qu'on peut observer aujourd'hui face à la question climatique. Voilà comment les choses se sont mises en place. L'idée de départ n'est pas la mienne. Et au-delà des biais cognitifs, est-ce que toi, du coup, c'était un sujet qui te touchait quand même, la transition écologique, que toi, tu as des actions déjà? Oui, alors dans le sens où moi j'ai une formation scientifique et je trimballais un peu un sentiment de culpabilité par rapport à ça parce que ma prise de conscience a été très tardive malgré les évidences scientifiques. C'est-à-dire que comme tout le monde, j'étais là, oui, bon, d'accord, c'est un truc d'écolo, je sais pas quoi. Vraiment, ça a pris un peu de temps. Et donc, j'étais quand même déjà un peu engagé là-dedans, mais le film, moi, m'a invité à radicaliser un petit peu mes habitudes. Et de façon un peu, je sais pas si c'est amusante, mais c'est le premier film que je fais pour lequel on ne prend pas l'avion. On n'a pas pris l'avion. Mais la réalité derrière ça, c'est pas tant parce qu'on l'a décidé que parce que le Covid nous l'a imposé. Mais ça a quand même amené l'idée que c'était possible. Ouais. Alors, je dis pas que les films que je fais maintenant, il n'y a pas d'avion, mais c'est devenu un problème. Toi aussi, dans une certaine dissonance cognitive. Ça a introduit la dissonance cognitive chez moi. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, une bonne chose. Et ce qu'on fait, c'est pas toujours évident. Super. Et alors, du coup, comme je disais, tout le monde n'a pas vu le film, donc on va peut-être revenir très rapidement avec vous, Peggy Chekroun, sur les différents types de biais qu'on voit dans le film. Peut-être en résumé, quels sont les principaux? Donc, dans le film, on voit principalement 3 types de biais cognitifs, 3 grands biais cognitifs. Le biais d'optimisme, qu'on appelle aussi l'optimisme comparatif, et qui en fait est un mode de protection de l'individu, qui va l'amener à considérer qu'il a plus de chances qu'autrui de vivre des expériences positives et moins de chances qu'autrui de vivre des expériences négatives. Donc on a toujours tendance à penser, la plupart des gens en tout cas ont tendance à penser que quand quelque chose va se produire, ils ont, eux, plus de chances de vivre des choses agréables, d'échapper à la maladie, que leur vie se passe bien et d'être épargnés par
par les grands changements climatiques, par exemple, alors que d'autres auront plus de chances de vivre les événements négatifs qu'eux. Donc c'est une sorte de protection pour le soi et qui nous amène à percevoir de façon biaisée le monde qui nous entoure. Le deuxième biais qui est évoqué dans le film, c'est le biais de sélection, si je me trompe, je les ai notés, de confirmation. Donc le biais de confirmation, qui est un biais cognitif lui aussi, qui fait qu'exposé à un grand nombre d'informations, on va avoir tendance à prendre en compte uniquement les informations qui vont dans le sens de nos croyances, de nos valeurs, et à laisser de côté, à ne pas traiter. On voit à un moment donné dans le film que le cerveau ne perçoit même pas en fait les informations qui sont contradictoires, qui viennent remettre en question nos valeurs ou les éléments qui sont importants pour nous. Donc ce biais de sélection, ce biais de confirmation, il est très important, notamment dans des contextes où on est très exposé dans les réseaux sociaux à plein d'informations, où on va toujours trouver des informations finalement qui viennent confirmer nos croyances et que l'on va donc intégrer et traiter. Et au fur et à mesure, les algorithmes des réseaux sociaux sont par exemple faits pour qu'on soit de moins en moins exposé aux informations qui vont contre nos croyances. Donc même si de temps en temps on se trouve exposé à une information contradictoire, le biais de confirmation fait qu'on ne va pas traiter cette information, donc on ne va pas cliquer puisqu'on ne la traite même pas. Et le système derrière va faire qu'on va être de moins en moins exposé de toute façon à ces informations contradictoires. Donc il y a le biais de confirmation qui est un biais cognitif et qui va en plus trouver de l'écho dans la façon dont les réseaux sociaux fonctionnent. L'autre biais qu'on peut appeler un biais culturel ou un biais plus social, c'est un biais qui est lié à l'environnement social dans lequel on évolue et qui fait que l'on vit dans une société, dans un groupe social qui est régi par des normes sociales et culturelles qui nous sont inculquées soit par nos pairs, par nos collègues, mais aussi par le groupe historique duquel on est issu, et qui va nous faire évoluer dans des normes sociales extrêmement fortes qui vont nous empêcher en fait de changer facilement de comportement et d'aller vers des comportements qui sont moins fréquents, moins acceptés, moins désirables par le reste de la société. C'est les trois grands biais qui sont en gros, en résumé, long résumé, pardon. Et on reviendra sur le dernier pour voir comment on peut essayer de changer tout ça en profondeur. Peut-être. On verra ça. Et donc vous, aujourd'hui, vous travaillez sur le conformisme. Oui. Et donc l'effet spectateur qu'on voit dans le film fait partie de ce conformisme. Enfin, c'est une des composantes du conformisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus ? Oui. Le conformisme, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le conformisme, c'est le fait que quand on est un individu face à un groupe de personnes données, on va avoir tendance, pour essayer d'être accepté par ce groupe, à faire la même chose que les autres. Donc les vieilles expériences sur le conformisme vont amener... Là, on est 5 sur l'estrade. Si 4 d'entre nous disent que les sièges en face de nous sont rouges, ça va être très compliqué pour celui d'entre nous qui a envie de dire que les sièges sont bleus, d'être le seul à dire non, les sièges sont bleus. Par plein de mécanismes psychologiques, on va être amené la plupart du temps à dire, comme les autres, que le siège est rouge, même si on sait très bien que les autres se trompent. Et c'est très difficile de résister à ce conformisme. Donc c'est des vieux effets qui ont été montrés il y a plus de 60 ans. Et nous, on s'est intéressé à voir si, malgré un climat social qui pousse à l'individualisme et qui amène les gens à évoluer, en tout cas, on leur dit il faut savoir être soi-même, il faut résister à l'influence des autres. On s'est dit, est-ce que maintenant, en 2024, les gens se conforment toujours autant ? Et oui, dans les expériences qu'on vient de faire, on trouve toujours le conformisme qui apparaît de la même manière. Le conformisme, il apparaît dans l'effet spectateur. C'est un des facteurs qui explique qu'on va avoir tendance à moins réagir quand on est nombreux, parce qu'on regarde ce que font les autres. Plus on est nombreux et plus il y a d'autres. Donc plus la pression sur l'individu est forte et donc moins il va se comporter différemment. Là, ce qu'on voit dans des études récentes, c'est que le conformisme va être favorisé par des besoins psychologiques comme le besoin d'appartenance, le besoin d'être accepté par les autres. Plus on a un fort besoin d'être accepté par les autres et plus on va se conformer. Par contre, on va pouvoir inhiber un peu le conformisme
quand on a un autre besoin qui est antagoniste, qui est le besoin d'unicité, c'est-à-dire le besoin de se sentir différent des autres. Donc on pourrait imaginer que le fait d'avoir un fort besoin d'unicité va nous permettre de résister en fait aux normes sociales et aux habitudes propagées par notre environnement social. Le problème, c'est que le besoin d'unicité vient aussi favoriser les croyances aux théories conspirationnistes, etc. Et là, on rentre dans des choses qui peuvent être très graves quand on parle d'environnement. Un peu d'unicité, mais pas trop. Un peu d'unicité, mais pas trop, voilà. C'est une autre forme de conformation, en fait. Oui. Tu prends un micro, si tu veux, Raphaël. Pardon. Non, je réagissais simplement en fait aux théories du complot et tout ça. C'est aussi une manière d'appartenir à un autre groupe et à un autre code, quoi, en fait. Voilà. Pardon. Non, parce que n'hésitez pas à prendre plusieurs micros pour qu'on vous entende. Ah oui, pardon. Mais donc voilà, donc il y a cette inertie du coup qui est créée par ces biais cognitifs et cet effet spectateur, notamment ce conformisme. Mais comme on le voit également dans le film, il y a aussi parfois tout simplement un manque de connaissance des faits, enfin voilà, de comment agir, quoi faire, pourquoi est-ce qu'il y a ce réchauffement climatique. Et donc, parfois, il faut donner de l'information. Et Cécile Renoir, vous êtes fondatrice du campus de la transition. Et donc, ça vise notamment à former pour transformer l'enseignement supérieur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en détail ce que c'est ce campus ? Oui, alors je vois que dans l'Assemblée, il y a quelques personnes qui m'ont écouté tout à l'heure faire la présentation du campus, donc désolée pour la petite répétition. Et alors, il y a 2 diapositives. Une, voilà, qui présente de manière synthétique le projet du campus. Et comme vous venez de le dire, c'est former pour transformer l'enseignement supérieur et les responsables d'aujourd'hui et de demain pour une transition écologique et solidaire. Ça, c'est la raison d'être qu'on s'est donnée, qu'on a reformulée, alors de façon très ambitieuse. Mais en gros, l'idée, c'est d'être ancré dans un lieu, dans un territoire. Nous sommes dans le sud de la Seine-et-Marne, dans un petit village de 400 habitants, à Forges, près de la ville de Montereau. Et nous essayons, donc nous sommes dans un lieu dont on essaye de faire un écolieu. Il y a un collectif qui habite sur place. Nous sommes entre 20 et 30 à peu près en permanence, avec des personnes engagées pour au moins 1 an, d'autres pour des services civiques et stagiaires qui sont là pour 6-8 mois, et puis en permanence des bénévoles qui viennent nous aider pour une durée de 1 à 4 semaines à peu près, parmi lesquels pas mal de bifurqueurs, de gens qui ont une première expérience professionnelle et puis qui se disent au fond, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire, et qui viennent pour un peu se discuter, échanger, s'inspirer en étant avec d'autres. Voilà, et donc toute cette logique collective, elle est aussi la matière d'une expérimentation, d'une vie dont on essaye de faire en sorte qu'elle soit à la fois sobre et conviviale. Et ça rejoint beaucoup de scènes là, du film. D'ailleurs, c'était pour moi très amusant de voir Benoît Montels, vous savez, à Arvieux. Et Benoît, maintenant, il est dans un autre projet qui est à Mergieux. Et je regarde Annick, parce que c'est un projet qui est un peu lié au campus de la transition, dans lequel participent plusieurs. Benoît lui-même avait fait la première formation de 2 mois, le T-Camp, aujourd'hui appelé T-Campus, qui était juste avant la Covid, justement. 2 mois en immersion pour 25 jeunes professionnels. Et puis, ça, c'est typiquement le genre de formation qu'on offre à la fois à des étudiants, mais aussi des enseignants-chercheurs, des équipes de direction d'université ou d'école, et puis des professionnels, avec l'idée que ce lieu qui est un lieu d'expérimentation de vie collective et qui essaye de se dire qu'est-ce que ça veut dire justement de manger végétarien, ou en tout cas montrer qu'on peut manger très bien avec beaucoup moins de viande, qu'on peut être dans un beau lieu comme le campus, mais qui est aussi une passoire énergétique, et se dire qu'il faut plutôt chauffer les corps que les espaces. Et là, ça rejoint un peu tout ce qui est montré dans le film sur l'importance de se sensibiliser les uns et les autres. Il y a ces aspects de nudging, d'incitation. Moi, je suis un peu critique du nudging au sens où ça peut être donc ces incitations, c'est ce qu'on voit là quand on dit qu'on met dans la douche, on va mettre un sablier pour se dire au bout de 3 minutes, quand même, c'est déjà beaucoup de prendre sa douche pendant plus de 3 minutes avec de l'eau chaude. C'est très bien de le faire, et il peut y avoir le côté ludique, là on le voit dans le film, mais ça peut être aussi quelque chose, une incitation très externe, et au fond tout l'enjeu c'est quand même qu'on arrive de l'intérieur à se mobiliser avec conviction pour des changements à différentes échelles. Donc là, nous, au campus, on essaye précisément de travailler dans le sens d'avoir le bon niveau de connaissance,
et là je peux peut-être dire un mot de ce manuel de la grande transition, qui est un ouvrage qui nous a été en gros un peu commandé par, si on peut dire, par la ministre de l'Enseignement supérieur. Après une année d'expérimentation à Forges, on nous a demandé de travailler à un socle commun de connaissances et compétences pour la transition. Et du coup, on a réuni 70 enseignants-chercheurs de différentes disciplines et on a réfléchi avec eux à ce que pourrait être un parcours donc de connaissances et compétences, en essayant de nous entraider les uns les autres à faire un pas de côté par rapport à notre manière habituelle d'entrer dans les sujets. Et du coup, le parcours du manuel de la grande transition, c'est un parcours en 6 portes. On a appelé ça des portes pour se dire, au fond, voilà, chacun de nous peut entrer. Alors là, vous les voyez dans l'ordre du manuel. Il ne faut pas avoir peur des mots grecs qui sont utilisés. C'est par souci un peu mnémotechnique. On retrouve dans les mots économie et écologie, pour ceux qui ont fait du grec, mais sinon oikos, nomos et logos. Et puis on a rajouté les portes ethos, praxis et dynamis. Alors si je reprends dans l'ordre et en français, oikos, c'est en fait entrer dans un diagnostic sur ce qui se passe sur la planète Terre. Donc le diagnostic de ce monde commun qui est le nôtre. Il n'y a pas de planète B, quoi qu'on en dise. Comme me disait quelqu'un en parlant de Elon Musk avec les velléités d'aller coloniser Mars, c'est qu'il faut bien savoir que sur Mars, les conditions seront toujours pires que les pires conditions sur Terre. Donc voilà, ce n'est pas un programme très désirable. Et puis, ethos, c'est réfléchir à ce que veut dire le bien vivre ensemble dans des institutions justes, ou prendre conscience que le fonctionnement de nos institutions nous mène à beaucoup d'injustices structurelles. Donc comment mobiliser cette indignation éthique. 3e porte, c'est nomos, c'est la question des métriques, des règles du jeu, des instruments de gouvernance. Donc comment réfléchir sur les normes. Ensuite, logos, la question des mots, des récits, des imaginaires et d'une pensée prospective pour la transition. Donc c'est articuler ce que certains appellent une rationalité symbolique avec cette rationalité techno-scientifique qui est à l'œuvre quand on fait ce diagnostic. Et puis praxis, c'est regarder quels sont les acteurs en présence, les échelles de l'action, et se dire, nous, on est dans un petit village, on essaye de faire ce qu'on peut à une échelle extrêmement locale, mais avec le souci de réfléchir avec d'autres à ce qu'on peut être amené à faire à une échelle de filière, de territoire, et puis au niveau global. Et enfin, dynamis, c'est se confronter, pour un certain nombre d'entre nous, je pense qu'on a parfois des crises d'éco-anxiété, se dire, tout ça est quand même un tissu de très mauvaises nouvelles, et comment faire pour se mobiliser ensemble, et comme on a vu dans le film, de façon aussi positive, proactive, et en disant qu'il y a des tas de ressources à notre disposition. Donc, dynamis, c'est se reconnecter à soi, aux autres, à la nature, voire à plus grand que soi. Et du coup, justement, je propose peut-être un tout petit exercice, c'est qu'en regardant toutes ces portes, vous vous demandiez, là, chacune d'entre vous, quelle est spontanément votre porte d'entrée privilégiée dans les sujets de transition, mais pas seulement. Est-ce que c'est le diagnostic? Est-ce que c'est l'aiguillon éthique? Est-ce que c'est la question des normes? Est-ce que c'est la question des récits, des imaginaires, de l'art? Est-ce que c'est l'action? Est-ce que c'est la reconnexion? Puis je vais nommer successivement ces portes et je vous propose de lever la main quand c'est votre porte d'entrée privilégiée qui est nommée. Du coup, laisse quelques secondes de réflexion. Et quels sont celles et ceux pour lesquels c'est oikos, le diagnostic, qui est la porte d'entrée privilégiée? Voilà, plusieurs. Après, évidemment, il y en a plusieurs, mais il faut en choisir une. Là. Voilà. Alors, ensuite, voilà. Ensuite, quels sont celles et ceux pour lesquels c'est ethos? Encore plusieurs. Nomos. Logos. Praxis. Et dynamis. Voilà. Alors, vous ne vous voyez pas tous, mais toutes les portes ont été nommées. Et je trouve que c'est toujours très intéressant, y compris, ça rejoint bien, je pense exactement de ce documentaire qu'on vient de voir, c'est qu'en fait, ce qui va faire tilt pour l'un ou l'autre, c'est pas la même chose. Et qu'y compris, là, aujourd'hui, du point de vue politique, on se dit comment embarquer nos sociétés. Au fond, on a besoin de passer par les 6 portes. Et tant mieux si, pour nous, il y en a plusieurs qui nous appellent particulièrement.
Voilà. Et donc ça, je trouve, donc ce qu'on essaye de faire au campus avec d'autres, c'est de jouer, on pourrait dire, sur ces 6 portes, et essayer de faire en sorte que dans nos formations, dans nos manières de vivre, on arrive à parcourir les 6 portes et à se dire, en fait, on se rend compte que d'autres font très bien ce que nous, on a plus de mal à faire, et c'est aussi ça la bonne nouvelle, c'est qu'on peut du coup s'entraider et le faire à plusieurs. Que chacun trouve son mode de transformation. Super. Julien Marcinkowski, vous travaillez également à éclairer les gens sur les questions de transition. Vous travaillez notamment pour la fresque du climat. On la voit aussi dans le film. On voit des enfants qui s'initient. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, alors la fresque du climat, c'est un atelier de 3 heures qui permet dans un premier temps de comprendre les causes et les conséquences du dérèglement climatique et d'être lucide en fait, sur la gravité de la situation, sur l'ampleur des changements de société à faire et l'urgence auquel on doit les faire. Et ça, c'est la première partie de l'atelier. Et la deuxième partie de l'atelier, c'est de développer de l'optimisme, en voyant qu'en fait, les solutions, non seulement elles sont connues, ce changement-là, il est connu, il est possible, il est souhaitable, et aussi que les gens ressortent de là avec des pistes d'action concrètes. Et c'est enfin, surtout, l'occasion de rejoindre une communauté, parce que la force de la fresque du climat, c'est vraiment la communauté qu'il y a derrière, au-delà de l'outil fresque du climat, de l'atelier, de pouvoir discuter avec des gens qui ont envie de faire bouger les choses. Et en parallèle, vous m'avez dit que vous travaillez à une fresque du bonheur, ce qui est quand même un grand programme. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer où ça en est et pourquoi vous avez eu cette idée ? Ouais, alors je suis pas à plein temps pour la fresque du climat, et à côté, donc dans les nombreuses autres activités que j'ai, je développe justement cette fameuse fresque ou atelier sur le bonheur. On n'est pas encore fixé sur le nom, mais parce qu'en fait, ce qui marche bien pour que les gens changent, c'est que si on veut faire changer un comportement, c'est qu'on comprenne que le comportement actuel, il a des inconvénients. Et le nouveau comportement à adopter, je ne sais pas si vous voulez vous mettre au sport par exemple, de voir plutôt les avantages. L'écologie, elle montre très bien les inconvénients de notre mode de vie actuel. Ça, il n'y a pas de souci, que en fait, si on continue, on va droit dans le mur. Par contre, elle a du mal à nous montrer les avantages. Plutôt, elle nous montre en fait tous les efforts qu'on va devoir faire. L'idée, en fait, quand on regarde la littérature scientifique sur le bonheur, c'est ce que je vais pouvoir vous raconter avec la slide que vous voyez, c'est que, en fait, finalement, la société de consommation, en fait, c'est l'ennemi du bonheur. Très tôt, je vais raconter un peu d'histoire. On est dans les années 20 et vous avez Ford qui est le premier constructeur automobile mondial. Et ils ont 55% du marché et ils ont 10 fois plus que la moyenne de tous leurs autres concurrents, tous les autres constructeurs, que chacun des autres constructeurs automobiles. Et ils sont à des années-lumière devant. Et vous avez General Motors, ils ne sont pas très contents, ils voudraient gagner des parts de marché. Et en fait, ils voient, c'est ce qu'on voit en fait, dans le documentaire, ils vont ultra axés sur la comparaison sociale. Et donc, ils ont écrit cet article qui dit, en fait, finalement, vous avez une citation exacte, là, tout en bas à droite, qui vous dit, en fait, les gens heureux, si tout le monde était satisfait, personne n'achèterait de nouvelles choses. Et en fait, General Motors, un des directeurs de General Motors, il explique que, finalement, la consommation, la société de consommation, ça repose sur organiser l'insatisfaction de masse. Et donc c'est l'ennemi en fait, c'est-à-dire que si on veut être plus heureux, en fait il faut sortir de la société de consommation. C'est la première bonne nouvelle. Donc là on voit bien le côté, en fait il y a 2 bonnes raisons de sortir de la société de consommation. Elle n'est pas compatible de rester dans les limites planétaires, ce qu'on appelle, et la deuxième raison c'est qu'elle plafonne notre bonheur. La deuxième diapo justement, c'est qui montre ça, enfin comment ils ont fait, donc la comparaison sociale, là, vous avez les pubs de Ford, c'est hyper factuel. Vous voulez une voiture, sachez que voilà, nous on fait une voiture, elle a 4 cylindres, elle a 20 chevaux, elle prend 5 personnes, elle coûte $850, elle est fabriquée à Détroit. Tout ça c'est vérifiable. General Motors, eux, c'est plutôt une de leurs 5 marques, c'était Chevrolet. Le narratif qu'on voit tout de suite sur cette publicité-là, c'est en fait, si vous avez cette voiture, tout le monde vous admire. On ne vous dit rien de la voiture, on ne sait même pas combien elle coûte, ni rien. C'est tout le monde vous admire, même le chien, les enfants. Et en fait, c'est le principe d'une pub aujourd'hui. Petit sondage, là, à votre avis, à combien de pubs on est exposé par jour par personne en moyenne en France ? Elle en criait des chiffres. On a 20. 20, j'entends 20, 50, c'est plus. 200, c'est plus. 1000. 1000. Oui, c'est la bonne réponse. Et en fait, les estimations, c'est entre 500 et 2000, donc le chiffre moyen, c'est autour de 1000. Il faut retenir ça. Ah oui, si vous n'y croyez pas, comptez-le. Je veux dire que rien que pour... Là, je suis venu à vélo, je ne les ai pas comptés, mais juste, si j'étais venu ici en transport, je les aurais déjà
exploser sans aucun problème. La dernière fois, juste 5 stations de métro, 3 stations de Transilien. J'étais déjà à 250 quand j'ai retrouvé la surface. Il fallait bien rentrer le soir, donc déjà rien que 500. Vous rajoutez des écrans, alors là vous explosez. Donc en fait, ce qui est intéressant, et ça complète en fait le documentaire, c'est que tout ça, c'est socialement construit. C'est-à-dire que en fait, vous enlevez ces milliers de pubs par jour et par personne, en fait, on réglerait le problème d'une certaine façon. On n'aurait pas cette injonction permanente à consommer. En fait, on consommerait, en tout cas, c'est certain qu'on consommerait largement moins. Donc c'est ça, en fait, l'idée aussi de construire cet atelier là sur le bonheur, c'est de voir, en fait, à votre avis, c'est quoi le premier facteur de bonheur? Si c'est pas consommer, alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, les relations. C'est ce que vous montre les relations sociales, ouais. C'est ce que montre la littérature scientifique de manière vraiment assez unanime. C'est-à-dire que les gens les plus heureux, c'est les gens qui vont passer le plus de temps avec les gens qu'ils aiment. C'est de passer du temps ensemble. Et oui, alors j'avais mis cette slide un peu provoque, parce que oui, la société de consommation, on sait que c'est très efficace, enfin les pubs, on sait que c'est très efficace pour faire consommer les gens. Beaucoup de littérature scientifique là-dessus qui montre que la comparaison sociale, ça pousse les gens à consommer. Mais ce que la littérature scientifique montre, c'est que plus vous mettez de la comparaison sociale via la publicité, via les réseaux sociaux, plus vous créez de la dépression, plus vous faites baisser l'estime d'eux-mêmes des gens, plus vous faites baisser la satisfaction de la vie qu'ils ont, et ça se mesure in fine sur du suicide. Donc c'est pour ça que quand je mets ça, c'est un peu, c'est le visuel, le fumé tue, mais c'est factuel en fait. C'est-à-dire que on est dans une société qui plafonne notre bonheur et qui a des répercussions en fait. Donc c'est l'intérêt en fait de se dire ok. Donc si on faisait une société basée sur du lien, et c'est la diapo encore après, en fait quand vous regardez les études, aussi bien la littérature scientifique et même des études d'opinion, vous voyez que là, je vous en ai cité deux. Une de l'INSEE, c'est celle qui est numérotée petit 1, c'est juste la première ligne. Vous avez une personne sur deux en France qui veut passer plus de temps libre, notamment avec sa famille. Et l'autre étude, c'est celle de l'Observatoire de la société de consommation, 12 000 répondants dans 5 pays, dont la France, qui montre que vous avez 9 personnes sur 10 qui veulent plus de temps pour leurs proches et pour elles-mêmes. Et que les gens veulent ralentir en fait. Donc c'est raconter un peu tout ça et de montrer qu'en fait finalement, parce que dans l'imaginaire, ce qui bloque la transition, c'est beaucoup qu'on se dit on va devoir faire beaucoup d'efforts, mais en fait quand on a pris conscience de ça, on se dit mais en fait une société, un monde durable sera, on peut le concevoir pour qu'il soit bien plus agréable à vivre que la société de consommation aujourd'hui. C'est pas simplement limiter la casse, c'est faire société autrement. Oui, donc l'idée en fait c'est on a un imaginaire collectif aujourd'hui qui est basé sur cette société de consommation qui va nous amener vers le bonheur. Et l'idée, c'est de changer un peu cet imaginaire collectif pour aller peut-être vers une sobriété heureuse ou quelque chose qui ressemble à qui nous amène vers un mode de vie écologiquement soutenable et peut-être plus heureux. Ça rejoint, Cécile, le logos peut-être de la porte d'entrée. Et comment est-ce qu'on fait pour essayer de changer justement ces imaginaires? Tout de suite, moi, me vient, là en entendant justement aussi le fait que c'est la qualité des liens qui est l'ingrédient quand même principal du bonheur, me vient une image, parce que j'ai évoqué aussi le projet du campus dans lequel on essaye de faire image de ce que peut être une vie justement plus sobre et conviviale. Ce qui me vient, c'est les baltrades qu'on a régulièrement avec les personnes qu'on accueille. Et on en fait à peu près pour tout groupe qui arrive, il y a dans le programme, en gros, proposé évidemment, vient qui veut, un baltrade ou un balfolk, là, comme on dit. Et on en a notamment un dans notre communauté, là, Alexis, qui s'est formé. En plus, il en apprend chaque semaine des nouvelles danses. Donc, en plus, s'amuse. Et quand on voit les gens danser, et je vous donne une image qui, pour moi, est symbolique de le type de société qu'on voudrait voir advenir. L'année dernière, j'avais un cours de l'ESSEC qui était en semaine bloquée à Forges. Et en même temps qu'on avait aussi un groupe de la mission locale de Montreux. Et là, il y avait évidemment des temps où ils n'étaient pas ensemble, les uns et les autres. Puis il y avait des temps de maraîchage, les temps de repas, et puis le temps du baltrade, tous ensemble. Et là, je me dis, c'est exactement ce type d'image. Et du coup, on est complètement dans le logos. Alors après, logos, c'est des documentaires aussi, c'est des œuvres d'art, c'est travailler sur la manière dont nous représentons un futur désirable, en disant, oui, il y a à la fois les mauvaises nouvelles et des futurs probables avec des probabilités plus ou moins fortes d'événements dramatiques.
dramatique. Et donc, je pense qu'il y a dans le logos, il y a aussi peut-être les dystopies pour certains, pour peut-être nous secouer, mais on a aussi besoin d'utopie et d'utopie réaliste, comme disent certains, ou réelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut nous mobiliser en nous montrant qu'on a des leviers, il y a des choses possibles. Et du coup, ce logo, il peut aussi mobiliser, je pense, les travaux du Shift Project et autres pour dire, mais oui, on sait comment il faudrait planifier en France, dans un certain nombre de secteurs, les emplois à détruire, mais aussi les emplois à créer. Et que tout ça, comment l'accompagner aussi d'humour, de quelque chose qui est un peu léger et qui est en même temps très sérieux. Et donc pour moi, cette porte logos, elle est clé parce que sinon, on peut être absolument anéanti, ou en tout cas plombé par l'ampleur des transformations opérées. Et on voit bien que c'est aussi tout le propos de ce documentaire, hein, c'est de se dire il y a des choses à faire et des ressources à mobiliser. Et donc, comment nourrir nos représentations collectives pour nous permettre aussi d'intégrer un certain nombre de normes sans qu'on nous dise qu'on devient comme des Amish ou que c'est retour à l'âge de pierre ou que tout ça est punitif et que c'est l'éco-terrorisme. Et à dire, non, c'est des gens extrêmement lucides et qui se disent mais tout ça, ça peut être très heureux parce qu'on revient en fait au fondamental de la qualité du lien. Donc, Et Julien, vous m'aviez aussi parlé dans les différentes actions qu'on peut avoir de la fresque des nouveaux récits qui peut être aussi quelque chose qu'on peut faire pour se projeter dans un monde plus agréable, futur. Oui, justement, le but, c'est de la concevoir, cette utopie réaliste. Alors peut-être pas dans un atelier de 3 heures qu'elle soit réaliste, mais justement de se projeter. Et c'est vrai que les gens qui font des fresques des nouveaux récits, en général, ils ressortent de là, ils sont hyper boostés. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est concrètement. C'est aussi un atelier de 3 heures qui permet de comprendre justement, une première partie de l'atelier, de comprendre le pouvoir qu'ont les récits sur nous, de voir un peu le type de récit dans lequel on vit. Et dans la deuxième partie, de concevoir un récit, de concevoir une utopie pour se donner vraiment l'envie d'agir. D'accord. Et justement, autour de tout ça, autour du vivant, etc., parce qu'on a cette représentation aujourd'hui, c'est dit aussi dans le film, par exemple, de notre cadre sociétal qui dit, nous sommes les humains au-dessus de la nature et nous utilisons la nature pour nos ressources, etc. Il y a une culture du vivant qui est en train aussi d'émerger pour essayer de transformer aussi ce rapport. Est-ce que Cécile, vous voulez peut-être nous en parler un petit peu, parce que je pense que c'est intéressant aussi justement dans cette façon de transformer nos imaginaires, transformer nos modes de vie et notre rapport aux autres. Oui, et là d'ailleurs il y a une part qui rejoint aussi Logos de se dire on a eu une représentation de l'être humain dans la nature quand même avec une nature justement à distance et puis on sait bien que les sciences et techniques se sont développées beaucoup sur l'idée d'une maîtrise et la fameuse phrase de Descartes devenir comme maître et possesseur de la nature. Alors il ne faut pas oublier le comme maître et possesseur. Et d'ailleurs, Descartes, pour rendre un peu justice quand même à son œuvre, était aussi... on peut le tirer dans un sens comme dans l'autre. Quand on lit les méditations métaphysiques, il y a aussi l'idée que l'âme n'est pas dans le corps, dit-il, comme quelqu'un qui est à bord d'un navire qui lui serait extérieur. Donc il y a aussi ce souci du lien entre l'âme et le corps, mais enfin c'est quand même aussi un dualisme. Et donc là aujourd'hui il y a toute une réflexion menée à la fois du point de vue philosophie, alors très fondamentale, ce qu'on appelle l'ontologie, pour inviter à définir des ontologies dites relationnelles, dit au fond tout le tissu, qu'est-ce que l'être, sinon d'abord des relations à tous égards. Et la science écologique, on dit c'est la science des relations. Et donc il y a, d'un point de vue philosophique, cette réflexion sur finalement l'être et relation. Et puis c'est aussi en lien avec une réflexion, alors qui peut être éthique, politique, à différents niveaux, sur ce qu'on appelait aussi les éthiques de la nature, qui sont critiques d'approches anthropocentrées, et notamment des approches fortement anthropocentrées qui vont dire ce qui compte, c'est de regarder les relations entre les humains et pas trop tout le reste. Et alors je pense qu'on peut subvertir Kant, mais Kant est de ceux qui ont quand même dit, en gros, l'être humain a une dignité, tout le reste, on peut lui donner un prix. Alors on peut sans doute penser Kant plus loin que Kant en disant mais au fond ce qu'il proposait comme la dignité de l'être humain, ça devrait être étendu au vivant. Et donc là on arrive à ces approches dites
pathocentrés qui vont dire ce qui compte, c'est, en anglais, c'était les sentient animals, les animaux doués de sensibilité. D'autres ont dit, mais c'est pas suffisant, donc c'est le vivant qu'il faut prendre en compte et à qui il faut donner une dignité dite intrinsèque. Et ça, ce sont ces approches dites biocentrées. Et on va l'élargir encore jusqu'à tous les écosystèmes, voire tout le cosmos, en disant c'est cette approche écocentrée, voire cosmocentrée. Et donc ça, c'est plein de réflexions philosophiques. Alors évidemment, on peut adopter tel ou tel point de vue et finalement se dire, mais qu'est-ce qui va nous permettre justement d'inscrire l'existence humaine d'une manière adaptée, ajustée au respect des écosystèmes, du vivant, des animaux. Et donc, en fonction, là encore, des philosophes, on va être plus ou moins sensible à telle ou telle approche. Je pense que c'est intéressant de voir comment tout ça nourrit finalement une réflexion sur une remise en cause de nos manières habituelles de regarder les animaux. Alors, tous ces travaux, notamment Baptiste Morisot, alors Manière d'être vivant, qui a un magnifique livre aussi, l'expérience qu'il a eue de pister les loups, mais aussi avec une vision finalement en fait assez subtile du fait que c'est bien de regarder les loups, mais il y a évidemment aussi le point de vue de ceux qui ont des troupeaux et qui vont dire c'est bien gentil de vouloir préserver les loups, mais ils vont aussi manger les troupeaux. Donc voilà, et de se dire finalement il y a une forme de diplomatie à instaurer dans les relations entre humains et animaux vis-à-vis des écosystèmes, et que c'est pas si simple, et donc de remettre aussi du politique là-dedans, dire finalement quels sont les choix qui vont nous permettre de respecter ces frontières planétaires. Et voilà. Et en disant que ça rejoint bien là, le lieu dans lequel nous sommes, de la complexité à prendre en compte. Voilà. Peut-être que mes voisins ont aussi des choses à dire. Peut-être je veux payer un mot sur le conformisme, parce qu'on se dit, si tout le monde fait comme tout le monde tout le temps, comment on arrive à un moment à faire basculer les choses pour que ces personnes qui soient uniques, entre guillemets, deviennent la norme? Ça, c'est pas évident, c'est une grande question. C'est une grande question. Donc oui, globalement, on a vraiment cette tendance à suivre les normes sociales, c'est-à-dire à se conformer à la majorité et à faire ce que l'on pense que le groupe attend de nous. Pour combler ce besoin d'appartenance, on dit que les gens ont besoin d'être avec les autres et qu'une source de bien-être et de bonheur, c'est le fait d'être avec les autres, mais ça implique d'être accepté par les autres. Donc on va rechercher, on va être en quête d'être accepté par les autres, et c'est une des motivations du conformisme qui nous pousse à faire comme les autres. On va aussi appeler ça c'est un autre biais, mais c'est moins cognitif, mais c'est le biais de désirabilité sociale, c'est-à-dire la volonté qu'on a d'éviter de se montrer sous un jour qui va faire qu'on est mal évalué par les autres, parce qu'on va considérer finalement que, la fin du film le dit, l'homme est un animal social, et comme animal social, il a besoin des autres pour vivre, il a besoin d'être accepté et apprécié par les autres. Donc quand on a envie de faire changer la majorité pour que justement les comportements évoluent, c'est pas facile du tout en fait. Puisque avoir des comportements aussi éthiques soient-ils, mais minoritaires, ça va nous mettre dans une position de différence, ça va nous marginaliser par rapport aux autres. J'ai un comportement qui est certes éthique, mais qui est différent du comportement de toute ma famille, de tous mes amis, de tout mon entourage. Et c'est très compliqué d'être dans cette situation-là, en fait. Même si on pense bien faire et qu'on est convaincu éthiquement et au niveau de nos valeurs que notre comportement, c'est celui qui est bon. Mais si autour de nous, les gens n'agissent pas comme ça, la crainte d'être rejeté, elle va nous empêcher en fait d'agir et d'essayer de les convaincre. Très vite, on va arrêter d'essayer de les convaincre. Pourtant, on sait qu'une minorité peut faire évoluer les choses. Tous les grands changements qui ont eu lieu dans la société depuis toujours, ils sont venus par l'influence d'un groupe minoritaire qui a permis peu à peu l'évolution des valeurs, l'évolution des mœurs en quelque sorte, que ce soit, si on prend le droit à l'avortement, que ce soit les droits des homosexuels, ce sont des évolutions sociétales qui sont nées de minorités, qui les ont portées et qui ont permis une évolution de la pensée majoritaire et des normes sociales. Donc, globalement, la seule façon de faire évoluer les normes sociales, c'est par cette influence minoritaire qui repose sur certains leviers. Et le principal levier de l'efficacité de l'influence minoritaire, c'est ce qu'on appelle la consistance. Donc, c'est être consistante, ne jamais lâcher, en fait, ne jamais changer le comportement qui est conforme à nos valeurs,
mais en évitant de se présenter comme un individu qui est marginal. C'est-à-dire qu'il faut, malgré tout, montrer qu'on a un lien avec le groupe. C'est-à-dire que sur plein d'autres choses, je suis d'accord avec vous. Sur plein d'autres choses, j'agis comme vous. Mais il y a ce point-là sur lequel, moi, je ne me comporte pas comme vous, je ne défends pas le même point de vue que vous. Et si on n'a pas ce qu'on appelle en psychologie, d'un mot un peu barbare, du crédit idiosyncrasique, c'est-à-dire du crédit de conformité, en quelque sorte. Chaque fois que je me conforme à mes pairs, chaque fois que je me conforme aux autres, je gagne en crédit de conformité. À chaque fois que j'agis conformément à ce qu'on attend de moi, je gagne des points. Et ces points, je vais pouvoir les dépenser, en quelque sorte, en affirmant une opinion qui est un peu contre-normative. C'est-à-dire en disant, voilà, moi j'agis comme ça, je pense qu'il faudrait changer ce comportement-là, ça va me faire dépenser ces points de conformité. Et il n'y a que quand j'ai des points de conformité que les propos que je vais avancer vont être écoutés. Si je n'ai pas de points de conformité, les propos que je vais avancer vont être laissés de côté, notamment par le biais de confirmation, etc. On va perdre en fait toute crédibilité. Ça vaut pour tout dans la politique. On voit que quelqu'un qui s'oppose systématiquement à tout ce qui est proposé, la façon dont on va expliquer son comportement, c'est il n'est jamais d'accord avec rien. Quoi qu'on dise, même si on dit quelque chose que lui-même défendait il y a 3 mois, si c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'il le dit, il va toujours être contre. À partir du moment où on va très facilement expliquer sa position par « c'est quelqu'un qui est toujours contre », on n'écoute même pas ce qu'il dit en fait. Donc pour que les propos puissent être entendus et être intégrés au fur et à mesure, il faut que la personne qui les défend ait ce crédit de conformité qui va faire qu'on va avoir envie, ou même pas envie, mais la capacité cognitive à écouter ce qu'il dit sans trouver un raccourci très confortable de dire mais de toute façon à chaque fois c'est la même chose en fait. Tout ce qu'il fait c'est dire le contraire des autres et donc aucune raison que je perde de l'énergie à essayer de comprendre ce qu'il raconte. Et donc pas se marginaliser pour pouvoir convaincre. Et j'aimais bien ce que me disait Cécile sur le campus de la transition. Nous sommes c'est radical mais pas marginal. J'aime bien ça. Raphaël. Dans la question que tu posais, moi, il me revient un exemple, et je ne dis pas que c'est la solution à suivre, mais le cas de la cigarette dans les endroits publics, du point de vue de la norme, a été une bascule, mais extraordinaire, et qui n'a jamais... Enfin, moi, quand l'interdiction est venue, je n'imaginais pas une seule seconde que les gens puissent massivement basculer vers l'idée qu'il ne faut pas fumer, et que c'est pas bien, et c'est devenu une norme à une vitesse incroyable. Et donc, du coup, l'autre ressort qui est peut-être un peu moins agréable à entendre, c'est l'interdiction a permis une bascule, et ça n'est plus vécu comme une interdiction, hein. Et moi, je suis vraiment épaté par ce que cette loi a permis de faire sans finalement heurter tant que ça les gens, même si c'est l'idée qu'on avait à ce moment-là. Je fumais, moi, à l'époque. Donc, oui. Comme quoi, c'est possible. On va peut-être vous laisser poser des questions. Le temps file à toute allure. Par rapport à des gens qui ont des arguments qui sont faux, mais qui sont... Enfin, comment dire, la plupart des gens, ils assènent des éléments. Si on est justement dans la négation par rapport même en expliquant, etc., ça ne marche pas. Et en fait, d'après le bouquin, il fallait en fait semer le doute par interrogation sur ces éléments de certitude qui sont faux. Et justement, c'est peut-être le chapitre 2 de ce que vous n'avez pas décrit. Voilà, je voudrais savoir si vous aviez justement des compléments par rapport à ça. Donc, quelle attitude active pour déstabiliser et faire changer les comportements en face. Voilà. Je n'ai pas de réponse aussi précise, mais le fait est que l'incertitude, c'est un élément très important. C'est-à-dire quand on a des certitudes, on parlait tout à l'heure de dissonance cognitive, quand on a des attitudes très fortes dont on est très sûr, c'est très compliqué de les faire évoluer. À côté de ça, on sait aussi que quand on est dans une situation d'incertitude, on est beaucoup plus influençable. Toutes les influences sociales, les influences de l'environnement, elles sont favorisées dans des situations d'incertitude. Donc il y a semer l'incertitude, où ça peut être bien parce que ça rend perméable aux influences.
Il faut juste faire attention à quelle influence on est exposé au moment où il y a de l'incertitude. Et c'est une vraie balance parce que, par exemple, typiquement, ce qui favorise l'incertitude, c'est tout ce qui est lié à la peur ou à l'anxiété. La peur ou l'anxiété sont des émotions qui favorisent l'état d'incertitude psychologique. Et dans ces situations d'incertitude psychologique, on a tendance à être plus perméable aux arguments qui nous sont présentés. Et malheureusement, beaucoup de gens connaissent ce mécanisme et l'utilisent pas toujours à bon escient. Donc, mais l'aspect certitude, incertitude dans laquelle se trouve un individu à un moment donné, c'est vraiment un facteur qui est important pour faire évoluer ses attitudes et ses comportements. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Il y avait des questions là-bas. Alors moi, je voulais revenir sur la question du bonheur et les mécanismes de récompense liés à la consommation. Notamment mettre un peu de neuro là-dedans. Donc en gros, l'idée, c'est de dire, donc on a un mécanisme de récompense dès qu'on consomme. Enfin, en tout cas, on est nourri à ça en permanence. Comment on organise un sevrage dans un contexte comme ça ? Parce que du coup, je pense que le mot sevrage est presque bien utilisé dans ce cadre-là. Voilà. Comment on sort en fait de cette société de consommation et de ces valeurs-là en fait qu'on nous inculque au quotidien La première chose que je peux vous proposer, c'est de couper la source. À main levée, qui a un bloqueur de publicité sur son ordinateur ? Une moitié dans la salle, ouais. Sur son téléphone ? Ah, il y a 7 personnes dans la salle. Ouais, beaucoup moins déjà. Mettez des bloqueurs de publicité, première chose. De regarder sur votre téléphone, sur tous vos écrans, l'usage que vous avez aussi de vos écrans. Je sais pas, vous allez sur Bien-être numérique, par exemple, sur les Android, vous regardez en fait combien de fois vous déverrouillez votre téléphone par jour. Combien de temps vous passez sur chaque réseau social. Ça fait très très peur. Hein. Mais faites-le. Et ça, c'est de se raisonner, de se dire, en fait, je m'expose le moins possible à la comparaison sociale. En fait, ça devient assez facile, déjà, quand on coupe à la source, qu'on est moins exposé à cette comparaison sociale qui est omniprésente, qui s'impose à nous, dans l'espace public en tout cas, au moins. Mais là où on la maîtrise, justement, de la reprendre en main, de se couper de ça, c'est vraiment très puissant en fait. C'est une première chose, c'est déjà une très très bonne première étape. Et je pense que c'est aussi un peu ce qu'on disait tout à l'heure, essayer de se projeter dans d'autres façons de vivre avec ces nouveaux récits, ces nouveaux imaginaires, et essayer de se dire comment pourrait être le monde si le bonheur c'était pas la consommation, et qu'est-ce qu'on pourrait concrètement vivre, peut-être aller au campus de la transition pour le vivre de façon concrète. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui, moi je voulais renforcer sur cet aspect de formation, parce qu'effectivement aujourd'hui il y a quand même un formatage de plus en plus facile par tout un tas d'outils. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans des sociétés hyper contrôlées, par exemple des points de bonus de comportement social en Chine. Bon, alors nous, on a peut-être tendance à penser que tout ça, c'est valable que dans des régimes très autoritaires ou hyper contrôlés. Moi, je serais moins confiant. Et je pense que des biais dans les démocraties libérales sont plus subtils, mais à mon avis tout aussi dangereux. Donc, est-ce que vous ne croyez pas que là, il y a vraiment quelque chose en termes de formation, de pédagogie, de développement de l'esprit critique, de le retour à des valeurs d'éthique de long terme, alors qu'on flatte sans arrêt exactement l'inverse, avec des micro-stimulations, par exemple, avec la dopamine envoyée à chaque commande sur Amazon, par exemple. Moi, je suis surpris par le nombre de personnes qui me disent, quand j'ai un problème pour me procurer quelque chose, mais pourquoi tu passes pas par Amazon ? Alors je dis, par principe, je n'achète jamais rien sur Amazon. Ah bon, mais pourquoi ? Donc ils ne voient pas du tout la déstructuration d'abord du système qui peut exister, et puis également ces micro-effets permanents des dopamines. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est beaucoup plus vaste que ça. Et je pose la question qui, à mon avis, est à grande échelle, puisqu'elle concerne quand même l'image même des démocraties. Oui, complètement d'accord. Et c'est vrai que former à l'esprit critique, c'est sûrement une des choses absolument essentielles. Et par exemple, là, la conversation qu'on a là, en fait, il faudrait qu'on l'ait systématiquement dans toutes les formations de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur. Et ça, et malheureusement, ça manque. Et alors, moi, pour enseigner réflexion éthique et politique dans plusieurs écoles, je me dis, mais ça a été... alors, je suis très contente parce que cette année, au Mines, ça va devenir un cours obligatoire pour tous les étudiants. Mais en fait, ça devrait être systématique. Un cours qui aide à se poser des questions. C'est pas donner les réponses, mais aider à prendre du recul,
justement à décrypter un certain nombre de choses et en fait donner les éléments. Et je pense qu'avec l'IA, voilà, encore plus, parce que là, ça va être tellement facile pour des étudiants de se dire, je vais faire la synthèse à ChatGPT ou je ne sais quel accompagnateur, là, je ne sais pas comment on appelle ça, voilà, les chatbots là, et autres, et se dire, et en fait, on va devenir bête. Et donc, comment faire en sorte d'utiliser à bon escient tout ce qui est à notre disposition. Et là, on discutait, moi je disais, j'ai fait ma thèse tardivement, il y a une vingtaine d'années, mais il y a encore 20 ans, j'ai fait ma thèse. Et à l'époque, pour une raison que je ne veux pas développer, je n'avais pas d'ordinateur portable, il n'y avait que accès à un ordinateur fixe. Donc j'allais à la bibliothèque de l'EHESS, je prenais tous les bouquins en notes, et j'ai fait des terrains sans téléphone portable. Et j'ai fait ma thèse en 3 ans, et je pense en étant très focus. Et je pense qu'aujourd'hui, on en parlait avec d'autres directeurs de thèse, c'est beaucoup plus compliqué d'une certaine manière. Il y a accès à un nombre de ressources incroyables, mais ça ne facilite pas forcément les choses. Et du coup, voilà, tout ça, on est... Et en l'espace de 20 ans, on voit bien comment, ce qui était à l'époque, j'étais pas tout à fait seule de mon espèce, mais voilà, ça a commencé à monter, l'accès à des moyens de communication beaucoup plus rapides et autres. Mais là, et donc, raison de plus pour favoriser cette réflexion éthique, critique. Et là, je pense qu'il y a fort à faire partout. Et ça, je pense que dans la salle, il y a un certain nombre de chercheurs et autres. Et puis, c'est depuis l'enfance qu'il y a sûrement à trouver les moyens, y compris un peu ludiques, mais d'aider à prendre du recul, à faire des choix. Parce que c'est aussi ce que tu viens d'évoquer. C'est que, voilà, tout ça, c'est à un moment donné, on peut nous obliger à certaines choses, mais c'est aussi comment est-ce qu'on choisit et sans se dire que c'est ultra pénible. Mais justement, par exemple, des films comme celui de Raphaël, qui a été sélectionné au Festival Paris Sciences pour les lycéens, c'est typiquement ce genre d'œuvre qui permet aussi après d'avoir des débats et de d'éveiller les consciences dès le plus jeune âge et d'en discuter. Donc c'est super, continue à faire ça. Est-ce qu'on a peut-être une dernière question ? J'ai une question très pragmatique. Comment on fait pour faire en sorte que les gens arrêtent de prendre l'avion pour les loisirs ? Je ne parle pas d'aller voir la famille, je parle vraiment des loisirs. Parce qu'en école d'ingénieur, j'ai eu un certain nombre d'heures de Jean Covici. Moi, j'ai tiré les conséquences des ordres de grandeur. 2 tonnes Paris-New York, 8 tonnes Paris-Sydney. On arrête de prendre l'avion parce que c'est juste complètement invraisemblable par rapport pour atteindre les objectifs de réduction des émissions. Mais j'ai constaté que dans ma promo de 125 personnes, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu la même conclusion que moi, et y compris des gens qui avaient déjà beaucoup profité. Donc, voilà. Et visiblement, ce qui les bloque, c'est le fait qu'ils ont besoin que tout le monde fasse les efforts en même temps. Ils ne supportent pas l'idée que certains fassent des choses qu'eux ne fassent pas. Et je ne vois pas comment on sort de cette situation. Est-ce que vous avez des idées brillantes pour faire en sorte qu'on arrête collectivement de faire n'importe quoi ? Une première chose, je ne sais pas si ça marche, mais c'est de rappeler que c'est possible, puisque personne ne prenait l'avion jusque dans les années 60. Enfin, je veux dire, moi, mon père a pris l'avion 2 fois, donc tout va bien. Et donc peut-être que, alors je ne sais pas si ça fonctionne, parce qu'il y a un petit côté passéiste, mais rappeler que c'est juste possible et peut-être un premier pas. Ouais, si je devais faire une réponse vraiment très 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 brève, je dirais faut cerner si la personne, ça va marcher de lui rentrer dedans en lui donnant justement, en lui disant ah c'est pas possible, etc. Il y a des gens que ça va braquer, ça va être pire que tout. Donc alors ceux-là, en fait, faut leur dire, ça va peut-être choquer beaucoup de gens dans la salle, mais moi ce que je dis, c'est ok, prends l'avion. Si les gens ils le font, des fois ils le vivent, ça leur arrache quelque chose. En fait, personne va vouloir les copier. En fait, il y a beaucoup d'écolos qui se forcent et qui sont en fait des repoussoirs pour les autres. Donc moi, je dis aux gens, ok, continue à prendre l'avion si vraiment c'est hyper important pour toi, à une condition. C'est pose-toi vraiment la question de comment tu pourrais faire autrement, par quoi tu pourrais remplacer. Et quand la personne, vraiment prend le temps, prend au moins 1 heure pour regarder d'autres destinations, d'autres façons de faire. Voilà, là, une fois que la personne elle verra que en fait, quand elle fait de l'écotourisme à vélo avec ses meilleurs amis, qu'elle fait tous les châteaux de la Loire, qu'on a quand même le pays le plus visité au monde, hein, et qu'on a des climats et des choses formidables, en général, les gens ils sont hyper contents. Et c'est voilà, une chose que je peux proposer. Vous aviez une dernière... Pardon. Bon, merci pour ce très beau documentaire et tout de vos interventions. C'était une question plutôt pour Madame Chekroun. Lorsque vous avez parlé du crédit de conformisme, évidemment, j'imagine que se rendre conforme en se soumettant à des normes qui sont peut-être
absurdes, ou etc., ça ne fonctionne pas forcément bien, ça crée une culpabilité. Est-ce que vous pourriez en dire un petit peu plus, développer cet aspect ? Oui, on peut être amené à se conformer à des normes qui sont contraires à nos valeurs, ce qui va créer, on évoquait le terme tout à l'heure, de la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est un état psychologique très inconfortable et plein de stratégies peuvent être mises en place par l'individu pour la résoudre. Donc typiquement, ce qui se produit, c'est en effet cette dissonance cognitive, c'est ce sentiment d'inconfort, d'avoir fait quelque chose parce qu'on s'est senti obligé par la pression sociale et que ce n'est pas du tout conforme à nos valeurs ou à nos envies ou à ce qu'on aurait fait si on n'avait pas subi ça. Donc pour résoudre la dissonance cognitive, on a des processus internes qui peuvent être soit très positifs, soit très négatifs. Une des possibilités, c'est de renforcer son attitude initiale et de s'extrémiser. Donc selon ce qui a provoqué la dissonance cognitive, ça sera plus ou moins positif, évidemment. Mais on va pouvoir se dire, j'ai fait ça, mais au final, je ne me sens pas bien, donc je vais la prochaine fois agir encore plus conformément à mes valeurs et je ne vais plus le refaire. Ça va réduire un peu la dissonance. L'autre possibilité pour réduire la dissonance, c'est au contraire de trivialiser, en fait, c'est encore autre chose de trivialiser, mais ça va être de rationaliser son comportement en finalement se disant c'était pas si grave et c'est pas si mal et ça va faciliter la reproduction du comportement. Donc il y a les deux possibilités. On ne sait pas bien encore qu'est-ce qui favorise le choix d'un ou l'autre mode de réduction de la dissonance cognitive. Là, j'en ai proposé 2. Il y en a au moins une dizaine qui ont été mis en évidence dans la littérature. Mais en tout cas, ce que ça provoque, la situation que vous décrivez, c'est un état psychologique très inconfortable qu'on va essayer de résoudre, de faire descendre soi-même, sans avoir recours aux autres. C'est vraiment un processus intrapsychologique qui se met en place quasi automatiquement dès qu'on ressent cet inconfort psychologique qui est vraiment très désagréable, qu'on a tous vécu à des échelles plus ou moins grandes. Mais c'est un état affectif très négatif pour le. Merci beaucoup. Mais peut-être pour conclure, pour les personnes qui veulent aller plus loin, vous aviez peut-être une conseil de lecture pour tout ce qui était biais cognitif, etc. Oui, j'avais trouvé il y a un livre qui est de vulgarisation, mais qui est bien pour comprendre les biais cognitifs, qui s'appelle Méfiez-vous de votre cerveau, qui est un livre qui a été écrit par un enseignant-chercheur suisse qui s'appelle Pascal Wagner-Egger. Donc Wagner comme le compositeur, Egger, E-G-E-R. Et c'est un petit livre qui peut même être accessible à du plus jeune public, où qui est illustré, il y a des dessins, etc. Et ça montre bien les biais cognitifs et comment notre cerveau peut nous amener parfois à faire des choses qu'on n'aurait pas voulu faire. Parfait. Et bien, merci beaucoup. Merci à toutes et tous d'avoir été ici.